Fabrice d'Almeida, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Avec joie. Vous êtes un historien français, professeur d'histoire et vice-président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, où vous êtes le directeur du master Médias et mondialisation. Au cours de votre carrière, vous avez travaillé sur de nombreux sujets, notamment celui des images à travers l'iconographie politique en France et en Italie. Vous avez également travaillé sur l'histoire des médias en 2003. Vous avez travaillé sur le nazisme à travers plusieurs livres, La vie mondaine sous le nazisme, une histoire mondiale de la propagande et le nazisme en question en 2011. Et en 2022, on vous retrouve avec l'histoire mondiale des riches, paru chez Plomb, un livre enquête sur l'origine des grandes dynasties financières, sur leur place dans l'histoire et leur transformation du XVIIIe à nos jours. Et dans ce livre, vous soulevez la question « Pourquoi ils sont le vrai pouvoir ?» Bienvenue chez Soso et Lulu. Merci. Alors, il y a juste deux petites retakes qu'il faudra que tu fasses. C'est Université Paris Panthéon-Assas. Il n'y a plus le 2. D'accord. Et puis c'est bon. Le reste, ça va. Ouais, c'est bon. Tu as fait un petit bafouillis, mais que tu Ouais, oui, ça je l'ai vu. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'ajouter à cette présentation? Parce Non. qu'on n'a pas tout mis. Non, mais c'est bien, c'est une bonne présentation. Ce qui est intéressant, c'est comment on en vient à un sujet, voilà. Parce que là, on a l'impression que j'ai fait des choux, des carottes et du chocolat. Ouais. Et en fait, il y a un rapport entre le chou et les chocolats. On va y venir. Moi, j'avais une première question à vous poser. Ouais. Vous vous êtes intéressé aux démarches de l'histoire du temps présent et de l'histoire potentielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux concepts? Moi, j'ai fait beaucoup d'histoire du temps présent. L'histoire du temps présent, c'est l'histoire de l'époque dans laquelle nous vivons. Grosso modo, on dit que ça commence en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais en réalité, beaucoup de choses sont déjà en place dès les années 30. Question de la dette, question de l'inflation, question du chômage de masse, question de l'intervention de l'État, du keynésianisme, Keynes c'est les années 30, du totalitarisme, des fausses informations, le nazisme, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la mise en place des régimes totalitaires, les résurgences du totalitarisme. Bref, tout ça, ça compose une époque qui est à peu près la nôtre, avec ces schémas mentaux qu'on a, la crainte du génocide, la crainte de la destruction de masse, la crainte aussi de la brutalité qui est omniprésente dans nos sociétés, et puis tous les outils de solidarité qu'on a mis en place depuis les années 30, que ce soit l'intervention de l'État, que ce soit la sécurité sociale à partir de 1945 en France, en Grande-Bretagne, un peu partout. Donc voilà, ça compose une époque dans laquelle je me sentais bien pour réfléchir et dans laquelle j'ai réfléchi sur l'Italie, les partis socialistes et puis évidemment l'Allemagne nazie. Ensuite, il y a une autre partie de mon travail qui consiste à réfléchir aux motivations et aux mécanismes historiques. Et c'est dans cette partie-là que se trouve le concept d'histoire potentielle, parce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, les acteurs sont face à des choix multiples et qu'ils vont emprunter une voie, alors qu'une autre pourrait sembler plus évidente. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un cliquet qui a fait basculer dans une direction ou une autre? Ça permet cette idée d'une histoire alternative, d'une histoire qui n'a pas été, mais qui aurait pu être, donc d'une histoire potentielle. Ça permet de mieux éclairer les choix d'acteurs en situation. Mais on tombe dans la littérature. Ça peut être de la littérature. Le mot qu'on utilise plutôt, c'est de la fiction. Mais en réalité, je pense que la fiction a un rapport étroit avec les faits tels qu'ils se déroulent. Nous avons des schémas mentaux, nous avons un imaginaire qui nous guide. On a parfois l'impression d'être enfermé dans des choix. Et l'histoire, pourtant, va être différente de celle dans laquelle nous pensions nous diriger. Donc, c'est intéressant de voir quelles sont les contraintes qui pèsent à un moment ou à un autre sur une situation entre acteurs. Ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est une situation qui peut donner lieu potentiellement à plein de choses. Je peux me lever, décider de partir, je peux hurler, Sofiane peut commencer à m'insulter parce qu'il n'est pas d'accord avec moi, Lucas peut considérer que tout ce que je dis, c'est des conneries, il peut se mettre à être hyper ironique, la situation peut partir complètement en vrille, comme toute situation humaine. Ou il peut y avoir la situation dans laquelle plutôt on s'engouffre, c'est-à-dire une interview normale autour d'une thématique qui sera celle de la richesse. Voilà. Mais peut-être que je vais kidnapper l'interview et qu'elle va aller ailleurs. Peut-être. Mais dans une démarche historique, l'histoire potentielle,
comment elle rentre dans cette démarche historique? On peut documenter. En fait, l'intérêt, c'est que nous, on est dans le livre auquel vous faites allusion, qui est un livre qu'on a écrit avec Anthony Rollet il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. L'idée qu'on avait, c'est que les acteurs ont construit des possibles. Un exemple, les armées ont systématiquement des plans d'action. Elles travaillent d'ailleurs en fonction de ces plans. Aujourd'hui, on a un plan stratégique qui a été mis en place, qui a été discuté il y a environ 2 ans par le chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque, qui était le général Thierry Burkhardt, qui est devenu maintenant le chef d'état-major des armées, donc qui commande tout. Et lui avait à l'époque l'idée qu'on allait avoir, un mot qu'on entend beaucoup dans l'actualité, on allait avoir un retour de la haute intensité. Pourquoi? Parce qu'il disait on a été beaucoup dans des conflits à basse intensité, c'est-à-dire des conflits entre puissances inégales. Les djihadistes du Mali contre l'armée française, a priori, ce n'est pas le même nombre d'hommes, ce n'est pas la même chose. Donc, on appelle ça conflit à basse intensité. En plus, c'est des conflits où, pour arriver à tuer une personne, c'est parfois très compliqué. C'est des milliers, des millions de kilomètres carrés à surveiller. C'est des zones avec des rochers, des anfractuosités. Donc, voilà. Donc, à la fin, on va peut-être avoir 1 an de conflit et on aura peut-être 200 morts. Dans le conflit israélo-palestinien, je me trompe peut-être à quelques unités près, mais il me semble qu'on est à moins de 35 000 morts dans le conflit israélo-palestinien depuis le début. Donc ça veut dire que sur pratiquement 70 ans, on n'a eu que ça. Si on prend ce qui s'est passé rien qu'en Syrie, c'est 200 000 morts en 2 ans. Donc vous voyez, là on est vraiment dans des différentiels c'est des formes de conflit beaucoup plus subtil, beaucoup plus ténu. La haute intensité, c'est ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Donc voilà, donc notre général, le chef d'état-major de l'armée de terre, il avait des schémas d'action. Et c'est très important ces schémas d'action parce que ça veut dire potentiellement comment on doit s'équiper. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on voit l'avenir. Donc c'est un potentiel et on peut essayer de le tester. C'est-à-dire aujourd'hui, une bonne partie des plans militaires suppose qu'on aura des conflits spatiaux et qu'il y aura des destructions satellitaires qui seront effectuées par différents outils. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des satellites armés, ce qui est contraire théoriquement aux accords internationaux qu'on a mis en place, mais qu'on aura des satellites armés, ou sinon qu'on aura des outils qui seront utilisés depuis la Terre pour abattre des satellites. Donc après, ça veut dire qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce que les accords qu'on a imaginés, qui étaient des accords sur des satellites, donc en gros qui avaient des volumes un peu importants, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, est-ce que ça compte, les accords internationaux, si on est dans du micro? C'est-à-dire si j'envoie par exemple un petit outil de circulation spatiale qui fait un diamètre de 5 à 7 cm, qui peut être téléguidé, est-ce que ça compte? Ou est-ce que c'est en dehors des traités et des accords qu'on a faits? On n'avait pas pensé par exemple aux micro-outils militaires dans les accords spatiaux. Donc voilà, qu'est-ce que ça dessine? Imaginons qu'on prenne ça au sérieux. Dans 10 ans, comment ça se passe une guerre dans l'espace entre puissances spatiales? Il y en a plusieurs, y compris la France. Voilà. Est-ce qu'on peut neutraliser un satellite uniquement avec des ondes magnétiques? Voilà. Comment est-ce qu'on va fonctionner? Alors en effet, on est arrivé... Excusez-moi, je vous ai emmené loin. Non, mais c'est pas grave, Non, c'était très intéressant. Alors avant qu'on pose des questions... Et en 14, on avait des plans. Ouais. En 14, il y avait le plan Schlieffen, mais c'était un plan parmi d'autres pour les Allemands. Et c'est celui-là qu'ils ont utilisé, mais ils ont fait une variante. Donc ils ont réajusté leur plan. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé les autres? Qu'est-ce qui faisait obstacle? Et nous, Français, on avait différents plans. Et on avait notamment beaucoup de plans d'offensive. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas mis en œuvre? Quelles sont les conditions qui font que ce n'était pas possible pour nous? Voilà. On va peut-être revenir en plus un peu plus après sur ce sujet en parlant des marchands d'armes, mais je vais peut-être laisser Lucas rentrer dans le sujet. Avant de vous poser des questions plus précises sur ce livre, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots? Qu'est-ce que vous avez essayé de raconter? En fait, il y a quelques années, j'avais fait un livre qui était sur la vie mondaine sous le nazisme, où j'essayais d'analyser les rapports entre les responsables du Troisième Reich, les élites nobiliaires, les élites de la réussite, des acteurs, des sportifs, des intellectuels, et les élites financières. Et j'essayais de regarder si véritablement les nazis avaient été un groupe à part ou s'ils avaient créé des connexions et des liens avec l'ensemble de ces élites. Et il s'avère qu'ils ont créé des liens extrêmement étroits avec beaucoup de groupes, dont la noblesse, qui étaient surreprésentés dans le nazisme. C'est-à-dire qu'en gros, quand on regarde les élites nazies, il y a à peu près 20-30% de nobles, alors que les nobles dans la population allemande, c'est entre 2 et 3%, quoi. Donc c'est vraiment une surreprésentation. Et l'idée, c'était de se dire, tiens, dans quelle mesure ces interrelations ont façonné l'évolution de ce qu'a été le nazisme.
Et ce livre a été bien accueilli, il a fait l'objet de beaucoup de commentaires. Et j'étais titillé par l'idée d'appliquer ça à autre chose, de l'appliquer à d'autres sociétés. La France des années 60, la France gaullienne. C'est quoi les rapports entre les gaullistes, le monde économique, le monde de la naissance, le monde des talents, etc., etc. Et je me suis dit, mais au fond, est-ce que tu ne peux pas systématiser ça et en faire un peu une histoire mondiale, qui serait une histoire des élites mondiales? Et c'est comme ça que, progressivement, j'en suis venu à m'intéresser à une composante qui était essentielle dans notre époque, qui sont les riches, et donc les rapports qu'ils ont avec la politique, avec le pouvoir, et avec les autres groupes sociaux dans ce monde à la fois vaste et limité qui est le nôtre. Et je suis parti du moment où le monde est monde, c'est-à-dire en gros à partir des années 1860. C'est une expression que vous utilisez beaucoup, ça. Ouais, mais parce qu'à partir des 1860, on peut se balader partout, on peut acheter des propriétés partout, on est reconnu partout. Je veux dire, un Allemand peut s'installer en Argentine, un Belge aux États-Unis, un Français en Afrique du Sud. C'est ce qui s'est effectivement passé. Je prends ces exemples comme si c'était une plaisanterie, mais non, c'est vrai. Et les Italiens se baladaient partout, évidemment. Dans l'introduction de ce livre, vous opposez la moitié de la population aux revenus les plus modestes, aux 10 000 de une petite élite de 10 000 personnes. C'est quoi le dénominateur commun de ces 10 000 personnes ? Je voulais chercher une définition des riches. Et en fait, quand on regarde les définitions des riches, ceux qui en parlent le plus, ce sont les ONG de lutte contre la pauvreté. Et elle donne une définition qui est, je trouve, très culpabilisante pour les classes moyennes, puisqu'en gros, elles disent qu'on est riche à partir du moment où on a 2 fois le revenu médian ou 3 fois le revenu minimum dans une société donnée. Or ça concerne des gens qui, en réalité, sont des salariés. C'est-à-dire, en gros, quelqu'un qui aujourd'hui gagne entre 4 000 et 5 000 euros par mois, c'est un salarié qui, en général, a un patron au-dessus de sa tête, qui ne se sent pas particulièrement riche, qui, en général, est assez taxé financièrement. Et donc, de mon point de vue, je n'avais pas l'impression d'avoir affaire à une grande élite décisionnaire qui maîtrisait le monde. En revanche, quand on regarde et qu'on monte à l'échelle planétaire, et qu'on voit qu'il y a des gens qui ont plusieurs dizaines de milliards ou plusieurs centaines de milliards, qu'on voit qu'ils dirigent des groupes dans lesquels il y a plusieurs centaines de milliers d'employés, il y a des entreprises en cascade, donc tout un système de holding, etc., des marques qui sont mondialement connues, des capacités d'action qui peuvent être supérieures pratiquement à celles d'un État. Là, on se dit qu'on a affaire à autre chose. Là, on se dit qu'effectivement, on a affaire à un vrai riche, au sens où, dans l'ancien français, un riche, c'était d'abord quelqu'un qui était puissant. Et la puissance, c'est quoi ? C'est la capacité à modifier le comportement d'autrui. Donc les puissants, c'était ça, c'était les rikis au Moyen-Âge. Et le mot change à peu près au XIIe, XIIIe siècle. Il commence à signifier autre chose, il commence à signifier ceux qui sont à l'aise, ceux qui sont un peu fortunés. Et là, effectivement, on retrouve le côté riche des classes moyennes. Les classes moyennes, elles sont un peu à l'aise, mais elles ne maîtrisent pas leur destin. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir des gens qui maîtrisent non seulement leur destin, mais éventuellement le destin de plusieurs millions de personnes à l'échelle planétaire. Et là, tout d'un coup, on retrouve une élite beaucoup plus étroite. Alors, comment la délimiter ? Comment la choisir ? Est-ce que c'est une affaire de revenus ? Ce qui m'a paru, en regardant la longue durée, c'est que les riches sont toujours ceux qui ont les meilleurs moyens de transport, les plus rapides, les plus efficaces, les plus innovants. Et aujourd'hui, ce qui remplit cette fonction, c'est le jet. Et donc je me suis dit, tiens, combien de personnes possèdent un jet privé ? Eux, ils disent pas un jet, eux, ils disent un avion. J'ai un avion, est-ce que tu veux qu'on prenne l'avion ? On doit aller à Bâle, on va prendre l'avion pour y aller. Voilà. Le petit avion, parfois, quand ils sont un petit peu cucul la praline, ils disent j'ai un petit avion. Voilà. Mais parce qu'il y en a qui ont des gros avions. Je veux dire, l'émir du Qatar, il a un gros avion. Même notre président de la République a un gros avion. Voilà. Donc, mais il y en a qui ont des petits avions. Il est à nous l'avion. Voilà. Oui, exactement. Voilà. Enfin, il est à nous, mais c'est difficile de l'utiliser pour nous. mais eux, ils ont leur petit avion à eux. Voilà. Donc, dans lequel il y a une dizaine de places. Voilà. Et qui est parfois pas à eux d'ailleurs, il est parfois à l'entreprise. Et il y en a à peu près 2500, un peu plus, qui ont ça. Et puis il y en a à peu près 7500 qui louent régulièrement un jet. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant. 2500 plus 7500, ça fait 10 000. Et je me suis dit, je pense que ça correspond à peu près à la réalité. Je pense que, parce qu'en fait, quand on en rencontre un,
on se rend compte qu'il y a un monde, effectivement, et qu'entre eux, ils se connaissent, et parfois, quand ils ne se connaissent pas, ils ont entendu parler. Donc, il y a des effets de réputation. Et 10 000, en réalité, quand on réfléchit, c'est une ville moyenne, une petite ville. Ouais. Et ça fonctionne un peu comme ça. Parce que les riches, il y a toujours plus riches, d'une certaine manière. C'est un truc de dingue, mais il y a toujours plus riches. C'est-à-dire que quand on interroge même un des mecs qui est au sommet, il a le sentiment qu'un tel a plus, ou qu'un tel, etc., qu'ils ne le disent pas vraiment, que lui, de toute façon, son argent, il est mobilisé, il est bloqué, alors que l'autre, il a plus de liquidité, etc., etc. Donc, il y a toujours des discussions. Et à l'inverse, il y a toujours le sentiment qu'il y aura un truc dans lequel on ne pourra pas rentrer, en fait. Et c'est un truc qui m'avait fait marrer. J'avais rencontré un milliardaire suisse qui était sympa, qui avait mon âge d'ailleurs. Donc ça permet aussi de se dire, ben tiens, lequel des deux a le mieux réussi sa vie. Bon, lui, alors pour me consoler, je lui disais, c'est un héritier. Mais bon, le salaud était ceinture noire de karaté en plus. Je ne pouvais même pas lui dire du mal en face. Il était sympa. Oui, il était sympa quand même. Il était sympa. Non, c'est vrai, il était amusant. Et lui-même me racontait qu'il était très frustré parce qu'il voulait aller à Saint-Moritz dans un restaurant. Et dans ce restaurant, il a pu rentrer, mais il n'a pas pu être aux tables, entre guillemets, nobles, qui, elles, sont des tables réservées à l'année par les gens qui sont des vieux riches, d'une certaine manière, et qui ont plus ou moins créé ce club. Et donc, lui-même se sentait un peu humilié, en fait, de se retrouver avec la piétaille. Voilà. Et je trouvais ça marrant, parce que pour moi, c'était le mec qui arrivait avec une Ferrari, voilà, donc je trouvais ça marrant que de l'autre côté, il puisse y avoir la frustration de se dire il y a plus riche que moi, quoi. Mais c'est une réalité, Il y a presque un peu des inégalités entre les milliardaires finalement. Oui, un truc qui me marque à chaque fois, c'est qu'il y a presque autant de différence en proportion de richesse entre le moins riche des milliardaires et Elon Musk contre un haut cadre supérieur et un ouvrier industriel. Entre celui qui a 1 milliard et 100 milliards, ça fait 100 fois plus riche. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans la segmentation de cette micro-élite ? Est-ce que ça a un intérêt de regarder même ceux qui ont plus de 100 milliards, par exemple, ou plus de 200 milliards, qui concernent 2-3 personnes ? On y est un petit peu amené, en réalité, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un groupe qui est très étroit et très, très haut en termes de revenus. Hein. Comme vous l'avez dit, au-dessus de 100 milliards, de 200 milliards, là, tout de suite, ça s'éclaircit. Et c'est quand même des très, très grosses entreprises. C'est celles dont on parle tous les jours. Hein. On parle des GAFAM, on parle du luxe. C'est celles qui ont vraiment les marques les plus puissantes. Donc effectivement, on en parle tout le temps. Mais ça fait effectivement une grosse différence au sein des riches. Le but, ce n'est pas d'étudier la différence pour étudier la différence. La question, c'est qu'en réalité, tout ça, c'est des personnes. Moi, c'est comme ça que j'ai voulu les traiter. C'est-à-dire que chacun a une caractéristique. Et en réalité, ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est de m'éloigner d'une analyse qui soit trop sociologique au sens classe sociale du terme. Si je rentre dans cette analyse, il y a déjà plein de gens qui ont écrit, à commencer par Marx, qui a produit, je pense, une des théories de la richesse qui étaient les plus provocantes, étonnantes, excitantes de son époque, avec des réalités statistiques. Hein. Le Capital, c'est un livre dans lequel vous avez énormément de statistiques sur ce qui se passe au XIXe siècle. Bon. Et puis vous avez Piketty. Piketty, pareil, qui définit les classes sociales en fonction du patrimoine, la question de la répartition entre capital et travail, donc qui est quelqu'un de très important. Il y a les Pinson-Charlot, qui ont aussi donné une définition de la richesse en disant, au fond, c'est une classe sociale, et une classe sociale, elle a un habitus de classe, donc il y a des comportements qui vont avec. Mais l'ensemble de ces groupes ne traite pas la genèse des fortunes. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir comment une époque crée ou pas des opportunités pour que des gens deviennent ça. Et ensuite, pourquoi ils devenaient ça ? Et donc, quelle fonction ça remplissait au sein de la société ? Et c'est là où la question des destins individuels se pose. Et ce n'est pas seulement de se dire, est-ce que Bernard Arnault est plus riche que Niel, son gendre. Ce n'est pas la question en réalité. La question, c'est de se dire comment Niel a fait en partant d'une fortune assez modeste pour devenir cela. Quelles opportunités il a saisies,
comment est-ce qu'il a recomposé le paysage autour de lui, quelles alliances, quelle opposition, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il devient... J'ai pas fait Niel, hein, c'est pour ça que j'en parle, mais il se trouve que j'étais en contact avec lui, il m'a dit ça me ressemble pas, je préfère pas parler là-dedans et tout. Et comme il y avait d'autres cas qui me semblaient plus massifs dans les télécoms, ne serait-ce que Carlos Slim, le Mexicain, je me suis dit bon ben tiens, je vais plutôt faire Slim que Niel, voilà. Bon. Mais c'est un cas très intéressant. Et Slim est aussi un autre cas très intéressant. Mais pareil, Slim, tout d'un coup, il se met à collectionner de l'art. Alors on pourrait dire oui, mais il y a beaucoup de riches qui collectionnent de l'art, etc. C'est une forme de placement. Mais en même temps, Slim, il a une femme qui est très très férue d'art aussi. Donc il y a un jeu qui se joue dans ce couple qui est intéressant aussi. Et en même temps, Slim, c'est le Mexique. C'est un pays dans lequel il y a une interaction encore plus forte que dans d'autres entre les hommes d'affaires et le pouvoir. Avec 4 autres hommes d'affaires, ils ont élu un président. Enfin, vraiment, c'est de cet ordre-là, comme les 7 banquiers ont sauvé Boris Eltsine pour son 2e mandat. Donc, il y a une vraie... voilà. Donc, c'est intéressant de regarder, comme historien, de rentrer un petit peu dans le détail et de se dire, voilà, comment ils ont fait, comment ils vivent, c'est quoi leurs pratiques, c'est quoi leurs obsessions. Mais ce n'est pas les obsessions d'un groupe. En réalité, c'est des obsessions individuelles. Il n'y a rien de commun, en fait, pour le dire... avec le plus de clarté possible. Pour moi, il n'y a rien de commun entre Epstein, Jeffrey Epstein, qui est un milliardaire, qui va être un délinquant sexuel. Et c'est intéressant de regarder comment son statut de milliardaire lui permet un certain nombre d'actions. Et puis, je ne sais pas, j'ai parlé de Slim, voilà, Carlos Slim, qui fait autre chose, mais qui à un moment donné est accusé d'avoir des accointances avec les cartels. Et je vous posais quand même la question à dessein parce que, certes, vous commencez votre analyse en 1860 et l'idée de parler de ces méga fortunes à plus de 100 milliards, voilà, si on regarde un petit peu vos portraits historiques, on se dit qu'on a quand même un peu changé de paradigme parce que vous racontez par exemple l'histoire de Bertha Krupp, héritière de la fortune industrielle de son père et comme vous l'écrivez dans votre livre, première héritière d'Europe. Vous évoquez sa fortune à ce moment-là et vous parlez d'une rente annuelle de 25 millions de marks, soit un équivalent de 100 millions d'euros actuels équivalent. Si on compare avec la fortune de la première héritière de notre ère, à savoir Liliane Bettencourt, les proportions sont incomparables. Est-ce que l'ère des grandes fortunes, c'est pas finalement aujourd'hui notre ère vous parliez de Carlos Slim tout à l'heure, mais ces exemples de grandes fortunes qui se multiplient, c'est quand même aujourd'hui plus qu'à l'époque. Alors il y a une accélération qui est double. D'une part, à l'époque, c'est la première mondialisation, donc c'est une mondialisation qui est avant tout industrielle. Elle est un peu financière, c'est la création d'HSBC, ce type de banque à l'échelle mondiale, mais elle est avant tout industrielle. Et il va y avoir beaucoup plus de marge dégagée à partir du moment où on va rentrer dans le tertiaire et on va avoir la révolution numérique. Donc pour moi, il y a une deuxième couche de capitalisation qui s'effectue à partir des années 80. Mais il ne faut pas non plus perdre de vue que ça correspond aussi à une époque phénoménale de création monétaire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le pouvoir délibératoire de 25 millions n'est pas exactement la même chose que quand je fais mon convertisseur monétaire qui me fait arriver à 100 millions d'euros aujourd'hui. Donc ça veut dire que en réalité, je pense que Bertha Krupp a un pouvoir libératoire supérieur à 100 millions actuels. Il y a un exemple que vous donnez... Même si ça ne suit pas la courbe de l'inflation. Bien sûr. Il y a un exemple que vous donnez justement qui va peut-être être un peu plus parlant. Vous parlez de Vienne en 1914 et vous dites 1000 personnes possèdent 10% du revenu national. Ouais, voilà. Ça reste quand même moins qu'aujourd'hui. Ça reste moins qu'aujourd'hui, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a ce que je dis dans le livre, c'est qu'on a de plus en plus de riches, de plus en plus riches. Mais je pense que derrière, il y a aussi un phénomène monétaire. Bien sûr. C'est ça. Et l'une des hypothèses qu'on peut poser, qu'on regarde, c'est à mesure que la dette mondiale s'accroît, les fortunes s'accroissent. Donc on peut penser que les riches sont aussi du stockage de dette. Donc ce qui risque de poser des problèmes à un moment donné, et qui commence déjà, vous entendez bien dans le débat public qu'on dit il faut des contributions exceptionnelles, ils doivent aider à réduire la dette, etc. etc. Donc c'est un débat qui n'y a pas qu'en France, vous l'avez aux États-Unis, vous l'avez en Allemagne, vous l'avez en Italie, donc vous l'avez partout ce débat-là, de savoir à quel niveau on doit taxer et combien on doit taxer. Il y en a qui proposent 25%, donc 12%, d'autres 15%, donc d'autres 9%. Enfin, d'autres 75%. Voilà, 2012, c'était le cas. Voilà. Mais c'est intéressant de se dire, Bertha Krupp quand même, c'est des usines. En Allemagne, c'est plusieurs centaines de milliers de travailleurs.
c'est des usines en Russie, c'est des usines en Amérique latine, c'est des mines en Afrique. C'est aussi ça. Donc c'est un empire qui est comparable en termes d'intercontinentalité à ce qu'on peut voir dans une des grandes entreprises du numérique actuelles, dans un des GAFAM. Il y a la même chose. J'ai encore plein de questions sur ces fortunes industrielles, mais avant, avec Lucas, on avait noté quand même l'histoire de l'impératrice Sissi dans le livre, et ça nous avait beaucoup intéressé, surtout l'histoire de son assassinat, que je dois dire, moi je connaissais pas très bien, par Luigi Lucchini, un anarchiste italien. La question que je vais vous poser avant de revenir sur plutôt ces fortunes industrielles, c'est est-ce que Sissi, c'est le symbole du pouvoir aristocratique, ou est-ce que c'est un vrai assassinat anti-riche? Autrement dit, est-ce qu'elle est assassinée parce qu'elle est riche ou parce que c'est une noble? Alors, elle est la fin d'un monde. Elle est la fin d'un modèle. C'est aussi pour ça que je la prends. C'est qu'elle est encore... Je voulais montrer le mode de vie parce qu'à la fin du 19e siècle, une partie des aristocrates sont encore riches. Et ils représentent cette fusion entre la fortune terrestre et la naissance, qui était pratiquement le seul moyen d'être riche pendant des millénaires. Il faut quand même avoir présent ça à l'esprit, c'est que les nobles étaient les riches. Il n'y avait pas plus riche que le roi, il n'y avait pas plus riche que l'empereur ou l'impératrice. Donc je voulais exposer son mode de vie, et c'est vrai qu'elle est assassinée par un anarchiste, et les anarchistes font une espèce de superposition entre les deux. C'est-à-dire ils considèrent, et c'est pour ça d'ailleurs que les anarchistes vont beaucoup s'en prendre au prince et au roi, c'est qu'ils considèrent que la question du pouvoir est inséparable de la question de la richesse. Et c'est pour ça que, contrairement aux socialistes qui, eux, ciblent, j'allais dire, les grands industriels et la bourse et la banque, eux ciblent plutôt et vont chercher plutôt à tuer des têtes couronnées. Ils tuent le tsar, Alexandre, ils tuent Sissi, et ils vont tuer Umberto I, le roi d'Italie, en 1900. Donc il y a une espèce de chaîne comme ça. Et donc c'est ça, vous avez raison, elle est à la fois tuée parce qu'elle est aristocrate, mais elle est tuée parce qu'elle est riche au sens de puissante. Et c'est ça. Et le paradoxe veut que, et c'est ça qui m'intéressait aussi dans le destin personnel, qu'elle ne veut plus ça, elle. Elle ne veut plus être l'impératrice. Ça fait plusieurs années qu'elle se soustrait à ses obligations. Qu'elle n'est pas vivant une vie de grande héritière, finalement, d'une certaine manière. Oui, enfin, en vivant une vie de femme qui s'est un peu retirée du monde, elle n'est pas suivie par une cour, hein. Elle a une suivante, elle n'a pas énormément de monde autour d'elle. Elle a besoin de vivre hors du regard, de vivre à l'abri, parce que justement, la société de cour, c'est d'être en permanence sous le regard. Et à l'époque contemporaine, c'est être sous le regard de millions de personnes. Et c'est très pesant d'ailleurs pour beaucoup de grandes fortunes, c'est que quand on est riche, en fait, on devient l'objet d'une convoitise, d'un désir des autres. Et tout le monde a envie de connaître votre vie. On veut faire des reportages sur vous dans les journaux, on veut savoir ce que vous consommez, parce que ce que vous consommez peut être indicatif de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est à la mode, de ce qui n'est pas. Et il y en a beaucoup qui justement essaient d'échapper à ça. Et c'est pour ça que, vous savez, la grande mode qu'on a depuis les années 70, c'est les classements de fortune. C'est pour ça qu'ils ne sont pas si fiables que ça, parce qu'en réalité, une partie de gens très fortunés essayent de cacher à travers des holdings, pas seulement pour des raisons de délinquance, hein, mais pour des raisons de tranquillité, la fortune réelle dont ils disposent. Donc en fait, ceux qu'on connaît, j'allais dire, c'est ceux qui d'une certaine manière jouent le jeu. C'est-à-dire qui acceptent de supporter cela. Mais ce n'est pas léger, hein, c'est lourd. C'est lourd de savoir que son divorce va être en première page des journaux. Je pense au jeune François Pinault, avec Linda Evangelista. Je veux dire, il se retrouve avec sa séance au tribunal de New York, tous les journalistes sont là, ils sont venus écouter, le lendemain tout est publié, combien il gagne, combien elle gagne, le montant de la pension alimentaire pour son fils, etc. etc. Donc c'est pas anodin, parce que de l'autre côté, il a d'autres enfants. Et c'est là où c'est intéressant de rentrer dans l'histoire individuelle et pas seulement de considérer ça en termes de classe, c'est que ça permet de voir qu'il y a des modes de vie, des conditions de vie qui sont parfois très différentes à très peu de distance entre deux personnes,
et qui vont provoquer des tourments ou des tournants psychologiques. Et puis ça permet aussi de voir qu'il y a des gens qui n'étaient pas du tout dans ce milieu-là, qui s'agrègent par amitié, par intérêt, par amour, etc., etc. Donc ça change la... Je trouve que c'est un peu... L'historien, on est toujours dans le micro, en fait. On est toujours dans le petit, dans l'étroit. Pour ça, en fait, c'est des cas, c'est des études de cas que je suis obligé de mettre les unes à côté des autres. Parce que pour faire l'histoire de ça, j'ai pas envie de faire l'histoire d'une classe, j'ai pas envie de m'amuser à faire des statistiques comme... Thomas Piketty le fait très très bien, ou d'autres. Je n'ai pas envie de ça, quoi. Mais en même temps, je pense qu'il faut avoir ce cadre-là en tête, mais qu'il faut savoir regarder aussi tout ce qui contredit le fait qu'en fait, ce n'est pas un cadre. Et que cette statistique prédéfinie de à 4 000 euros, tu es riche, donc tu es ceci, tu es entre guillemets un dominant, donc tu dois, etc., donc honte à toi, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que dans tous les gens qui gagnent 4 ou 5 000 euros en France, ils ne votent pas pour le même parti, ils n'ont pas la même idéologie, ils ne vont pas dans la même église, dans la même synagogue ou dans la même mosquée, ils ne sont pas dans le même quartier, ils n'ont pas les mêmes lectures, etc. Et tout ça fait des éléments de culture très importants et très différents, d'autant plus importants qu'on a affaire à des gens qui ont des moyens d'action phénoménaux. Et donc là, ce qui devient pour moi crucial, et c'est là où je trouve que l'analyse de classe a un vrai trou, c'est la question éthique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... L'éthique de système ne suffit pas à avoir un jugement ou un regard complet sur ce que sont ces gens-là. Et il y en a certains qui sont des mecs très bien, ou des femmes très bien, et il y en a d'autres qui sont absolument abominables. Abominables dans la manière de constituer une entreprise, abominables dans la manière de la faire perpétuer. On va parler un peu des mauvais élèves, si vous le voulez bien. J'avais jamais entendu cet angle de vue de dire comment est-ce qu'on peut regarder l'influence de l'argent sur ce que ça a entraîné, et notamment au niveau de la Première Guerre mondiale. Et du coup, vous faites, comme vous étiez en train de le dire, vous faites des portraits individuels. Il y en a qui sont plus ou moins méchants, d'autres plus ou moins gentils. Bon, c'est très simpliste comme façon de voir les choses. Mais si on prend le cas, par exemple, de Zaharov, le marchand d'armes, moi, je vais vous demander quelle a été, selon vous, l'influence de ces grands marchands d'armes, notamment dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de l'influence de ces grandes fortunes sur le déroulé d'un des plus grands événements de l'histoire récente? Ils ont donné l'outil, ils ont créé les outils, mais ils n'ont pas donné les conditions d'utilisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils vendent leurs armes, ils sont au courant à peu près de la conflictualité, ils s'en servent d'ailleurs pour argumenter. C'est comme ça que Zaharov va vendre des sous-marins aux Turcs et va ensuite aller voir les Grecs en leur disant, et puis les Russes en leur disant, si les Turcs ont des sous-marins, il faudrait mieux d'en avoir parce que sinon ça va être compliqué pour vous. Donc voilà, c'est pareil, quand il vend une mitrailleuse, il va tout de suite voir notre camp pour dire, attends, il m'a acheté une mitrailleuse. Vous imaginez en Amérique latine, avec tous les petits conflits de frontières qui n'étaient pas réglés, la guerre du Chaco, tout ça. Bon. Donc ils ont cette connaissance de ça. Mais le fond de l'affaire, c'est que ce n'est pas eux qui gouvernent. Et ce n'est pas vrai que les gouvernements leur sont soumis. D'ailleurs, à chaque fois qu'ils sont en concurrence entre eux, Zaharov, il représente la firme britannique Vickers, après avoir représenté un plus petit fabricant. Ensuite, il y a d'autres gens comme Schneider qui représentent notre armement. Schneider, c'est le canon de 75, qui est un canon extrêmement efficace. Il y en a d'autres qui sont représentants de Krupp, représentants de Thyssen, qui sont les fabricants allemands d'armes. Donc tout ça, c'est un marché concurrentiel à l'échelle mondiale. Et ils s'appuient de temps en temps sur des fractions du gouvernement, et de temps en temps, ils sont victimes d'une autre fraction qui a été soumise ou achetée par un autre marchand d'armes. Donc le fond de l'affaire dans le déclenchement de la guerre, ce n'est pas eux. Le fond de l'affaire dans le déclenchement de la guerre, ça reste quand même la volonté de Guillaume II d'établir une suprématie allemande. Et l'obsession qu'il a d'être mieux armé et mieux en meilleure situation que la Grande-Bretagne. Ce n'est pas pour rien, en fait, que les Allemands déclarent la guerre d'abord à la Grande-Bretagne, ensuite à la France. Mais on peut aussi imaginer que ces marchands d'armes susurrent à l'oreille le bruit de la guerre. Enfin, le seul intérêt commun qu'ils ont tous, c'est qu'il y ait une guerre, parce que sinon, il n'y a pas de vente d'armes. On peut tout imaginer, et dans l'entre-deux-guerres, c'était le discours courant de la gauche.
la gauche considérait effectivement dans l'entre-deux-guerres que c'était les marchands d'armes qui avaient déclenché la guerre pour utiliser les stocks, créer des stocks, etc. etc. Et de fait, ces grandes entreprises ont prospéré avec la guerre, ils ont même été décorés, ils ont même été très, très reconnus à la faveur du conflit. Mais il n'empêche que c'est Guillaume II qui trouve Gustav von Bohlen und Albach pour épouser Bertha Krupp. Donc c'est bien Guillaume II qui met à la tête de Krupp un de ses amis. Ce n'est pas Gustav von Bohlen und Albach qui va décider d'imposer à Guillaume II quelque chose. Donc on impose le mari à Bertha Krupp. C'est quand même l'empereur qui fait ce choix individuel et personnel. Donc ça veut bien dire que les choses ne marchent pas dans le sens où le pensaient les marxistes de l'entre-deux-guerres. Ce n'est pas le capitaliste qui a imposé à l'État la marche à suivre, c'est l'État qui a imposé le capitaliste à la tête de l'entreprise et qui a décidé qu'on allait marcher dans tel plan. Et il ne faut pas oublier, parce que c'est très facile de se dédouaner en réalité. Et c'était commode pour les anciens combattants de l'entre-deux-guerres de dire « ouais, on a été de la chair à canon, etc. » Mais c'était vite oublié les réactions qu'ils ont eues pendant le conflit. Au début du conflit, ils disent tous « on va faire la guerre ». Ils ne disent pas, comme on l'a longtemps dit, « youpi, on va faire la guerre, c'est super, etc. » Mais ils disent tous « on va faire notre devoir ». Parce qu'ils sont tous persuadés qu'il faut défendre leur pays. Et cette idée de défendre leur pays, c'est le mécanisme à partir duquel les États, les chefs d'État, vont dans tous les pays pousser les individus à agir. Que ce soit en France, que ce soit en Autriche, que ce soit en Russie, à chaque fois, ils vont dire « nous sommes obligés de nous défendre ». Les Allemands qui déclarent la guerre, qui déclenchent le conflit, en attaquant la France, en attaquant la Belgique, en déclarant la guerre à la France et à l'Angleterre, ces gens-là disent « nous sommes attaqués ». Pourquoi ? Parce que les Russes ont fait la mobilisation générale. Ouais, c'est ce que disent les Russes. C'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire tous les conflits commencent et s'argumentent à partir de l'idée que les gens sont attaqués. Vous regardez l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, je suis juste là-dessus. L'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Hitler, il envahit l'Autriche, 1938. Il démantèle la Tchécoslovaquie, fin 1938. Il envahit la deuxième moitié de la Tchécoslovaquie. Il attaque la Pologne. Il attaque la Pologne. À ce moment-là, l'Angleterre et la France déclarent la guerre. Il dira tout le temps que l'Allemagne a été victime de l'attaque de la France et de l'Angleterre. C'est vite oublié ce qu'il avait fait avant. Et c'est vite oublié ce qu'il avait en tête. Donc, le prétexte, c'est de dire tout le temps, on ne fait que se défendre. Et donc, la question, en fait, c'est que ces peuples, tous ces peuples, y compris le peuple français, ont vécu dans l'idée qu'ils étaient menacés et qu'il fallait absolument prendre des initiatives pour se défendre. Et vous voyez très bien le danger de la période actuelle. On a des marchands d'armes. On a des gens qui fabriquent des drones, on a des gens qui fabriquent des avions, on a des gens qui fabriquent des missiles, etc. Mais ce n'est pas eux qui décident si on va les utiliser ou pas. Donc si on met pas du complexe militaro-industriel américain, par exemple, à quel point ça a pu déclencher des conflits. C'est pas eux qui déclenchent les conflits. Qui est-ce qui décide d'intervenir au Vietnam ? C'est Kennedy. C'est Kennedy. C'est lui qui décide d'envoyer les conseillers. Qui est-ce qui décide de faire les tentatives d'invasion de Cuba ? C'est Kennedy. Qui est-ce qui décide d'implanter des missiles à Cuba ? C'est Khrouchtchev. Donc ce que je veux dire, c'est que complexe militaro-industriel, c'est un raccourci. Et c'est des raccourcis qui sont commodes pour aussi mettre sous silence l'action et la volonté du peuple dans les démocraties. Et les peuples dans les démocraties ne sont pas des saints. Les peuples dans les démocraties, ils pensent parfois qu'ils doivent attaquer, ils pensent qu'ils doivent faire la guerre, ils pensent que c'est légitime, ils se sentent menacés, il y a du terrorisme, il y a des trucs, etc. Ils se disent « ah ben il faut agir ». Voilà. Donc je trouve que c'est intéressant de poser cette question éthique, comme on est en train d'en débattre, mais de la poser dans toute son ampleur et pas de la faire en caricature. Et quand on rentre dans le détail, en fait, on s'aperçoit souvent que la décision politique l'emporte, parfois avec des considérations économiques, parfois ils se disent ce sera bien pour notre économie, mais c'est quand même eux qui ont la main. Et le problème que je vois aujourd'hui, et qui me paraît très, très grave, c'est que en fait, les sociétés de la fin du XIXe siècle sont encore des sociétés dans lesquelles il y a des spécialisations dans l'action, c'est-à-dire dans lesquelles on peut clairement voir le pouvoir politique, qui est clairement délimité par rapport au pouvoir économique.
Aujourd'hui, on voit la difficulté dans laquelle on est. Hein. Les exemples qu'on a avec des chefs d'État comme Berlusconi ou Donald Trump posent la question justement de la confusion entre pouvoir économique et pouvoir politique. Et c'est pour moi assez grave, pas seulement en termes éthiques, mais tout simplement en termes de qualité d'innovation et de capacité de croissance. En réalité, on pourrait presque en faire une réflexion ethnologique. Est-ce que les grandes découvertes, les grandes innovations de richesse n'ont pas été rendues possibles justement du fait que les révolutions politiques puis industrielles ont créé des couloirs de spécialisation qui avaient des capacités d'innovation et d'amélioration interne et donc étaient beaucoup plus efficaces que la confusion dans laquelle on est rentré depuis les années 60-70 où il y a cette espèce de fantasme que les objectifs politiques doivent s'imposer au secteur industriel. Je comprends très bien ce que avec ce les que mêmes vous êtes en train de acteurs. dire. Et peut-être qu'on pourra faire un parallèle à peu près similaire si on rentre un petit peu maintenant, si vous le voulez bien, dans l'histoire du nazisme et des relations entre Hitler et le capitalisme allemand, qui est en partie responsable de son accession au pouvoir. Ça, vous le dites d'une certaine manière. C'est bien de dire en partie. En partie, bien sûr. Non, mais j'ai retenu la réponse à la question précédente. Le plus connu des soutiens d'Adolf Hitler, c'est probablement Fritz Thyssen, enfin en tout cas le soutien de la première heure, qui est un industriel allemand. Moi, je voulais vous demander, Fabrice d'Almeida, qu'est-ce qui se passe pour ces industriels qui ont soutenu Hitler au moment de son arrivée au pouvoir? Est-ce qu'ils s'enrichissent? Est-ce que ce sont des profiteurs de crise? Et quelle est leur influence politique, justement, puisqu'on est dans ce sujet-là? Alors, ce qui est très drôle, c'est que sous le nazisme, il y a une sorte d'accord tacite qui fait que les industriels vont pouvoir se plaindre alors même qu'ils gagnent plus. C'est-à-dire que les entreprises vont être florissantes et vont être taxées alors même qu'eux vont obtenir des exemptions fiscales à titre individuel. Je parle de Krupp, je parle de Thyssen, je parle de Siemens, je parle de tous les gros. Hein. Bon. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il y a une emprise sociale sur l'entreprise, mais qu'à titre individuel, ils obtiennent des possibilités d'être moins taxés. Et ils vont profiter très largement du système nazi. Parce que le système nazi, c'est une économie de prédation. Le but d'Hitler, c'est effectivement de prendre les États à côté pour prendre leurs richesses. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, on a des plans. Enfin, vous voyez, on parlait des plans tout à l'heure avec Lucas. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a des plans dans lesquels on définit le nombre de calories que chaque peuple doit avoir pour manger. Et donc, à la base, ceux qui doivent avoir le moins à manger, c'est les Polonais pour lesquels on prévoit 800 calories. Vous imaginez, nous aujourd'hui, on considère qu'un être humain, il doit manger autour de 2000 calories. Hein. Donc 800 calories. Un Français, 1200 calories. Okay, et puis ensuite, on arrive aux Néerlandais, on est à 1600 calories. Et on passe aux Allemands, on est à 2400 calories. Et les travailleurs de force, de 1600, 2800 calories. Donc tout ça, c'est pour vous dire une chose simple, c'est qu'ils ont organisé le fait d'affamer l'Europe. Le fait que toute la nourriture doit venir en Allemagne. Et de fait, Himmler fait acheter par la SS au marché noir, sur le marché noir français. C'est-à-dire déjà, c'est un marché clandestin, et il fait intervenir ses propres services dans le marché clandestin pour faire encore accroître la quantité de nourriture mise à disposition des travailleurs allemands. Donc c'est vraiment une économie de prédation. Et dans cette économie de prédation, les premières cibles, ce sont les juifs. Donc, quand à partir de 1935, on leur interdit dès 1933, on leur interdit la presse, mais quand on leur interdit tout un tas de métiers à partir de 1935, quand en 1938-39, on commence à leur interdire la possession d'entreprises, qu'il va falloir arianiser ces entreprises, on va les donner à des gens. On va les donner à des gens qui sont proches du pouvoir. Donc il va y avoir un passage des petites et moyennes entreprises vers des ariens, donc vers des proches du parti nazi, et vous voyez très bien comment le monde entrepreneurial est petit à petit gagné à l'idée que les nazis, c'est bien, puisque ça leur permet de gagner de l'argent. Même des assureurs, les grands assureurs allemands, Allianz par exemple, les grands assureurs comme Allianz, ils vont gagner beaucoup d'argent avec le nazisme. Pourquoi ? Imaginez la nuit de cristal. La nuit de cristal, c'est quoi ? C'est 8-9 novembre 1938. Il y a
un assassinat à Paris, enfin une tentative d'assassinat à Paris d'un conseiller. Il y a en réaction des sortes de mini-pogroms allemands qui se déroulent. Donc on casse les vitrines des magasins, etc., etc. Il faut rembourser. Tous ces gens sont assurés. Donc il y a une réunion dans laquelle on va avoir Göring, le représentant des assureurs allemands, Goebbels, etc., etc. Ils sont tous autour de la table et ils discutent. Et le représentant de l'assurance, il dit « Ouais, on aimerait mieux pas rembourser les juifs. » En gros, ils veulent économiser 1 milliard. Et donc Göring dit « Ok, pourquoi pas ?» Et Goebbels dit « On pourrait aller plus loin. » Et tout. Et l'autre, il dit « Attends, arrête, on vient de leur faire un cadeau. On vient de leur faire un cadeau d'1 milliard. » Il dit « Moi, aujourd'hui, vous devriez me regarder comme un ange dans une forme un peu enveloppée. » C'est l'expression qu'il utilise. Donc, vous voyez, comme ça, ils savent très bien, les nazis, ce qu'ils leur donnent. Et eux, ils savent très bien ce qu'ils reçoivent. Donc, le patronat, en fait, c'est pas lui, il profite de l'arrivée du pouvoir, au pouvoir des nazis. Ce n'est pas tous les patrons qui sont derrière Hitler. Mais petit à petit, ils se mettent un petit peu, c'est ce qu'on a appelé la Gleichschaltung, c'est le fait de marcher ensemble, de marcher dans la même direction. Eh bien, petit à petit, ils se mettent en conformité avec les exigences politiques du nazisme. Mais ce n'est pas le seul régime où ça se passe comme ça. À chaque fois, le patronat essaie de s'arranger, de s'accommoder du mieux qu'il peut des transformations des régimes politiques. Et parfois, effectivement, il essaye d'avoir ces candidats qui arrivent et qui vont imposer ce qui est, croit-il, le mieux pour eux. Il y a un aspect de cette partie de l'histoire du nazisme, qui à l'inverse est moins connu, c'est l'héritage de ces grands groupes industriels affiliés au NSDAP, au parti nazi. Je pense notamment, et vous en parlez dans votre livre, à IG Farben, qui a fabriqué les Zyklon B pour les chambres à gaz. Au sortir de la guerre, IG Farben est en partie démantelé, même si certaines de ses divisions existent encore, notamment les laboratoires Bayer, qui il y a quelques années ont fait l'acquisition de Monsanto aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il arrive à ces grandes fortunes au sortir du nazisme ? Est-ce qu'ils conservent leur fortune ? C'est quoi la legacy de ces entreprises ? Au départ, alors il y a 2 Allemagnes qui vont petit à petit se constituer à partir de 1945. Il y a des secteurs d'occupation français, britanniques, américains, soviétiques. Et ça ne va pas évoluer de la même manière. Côté soviétique, il y a l'obsession de collectiviser l'outil pour faire, en gros, en Allemagne de l'Est, ce qui va devenir la DDR, pour faire un État communiste. Point. Dans les autres parties, en fait, il y a d'autres stratégies. Les Français, on déteste les Allemands, donc on essaye, faut pas le dire, mais on a essayé, sinon de les affamer, du moins on n'était pas le plus disposé possible à ce qu'il y ait une forte ration calorique dans la zone d'occupation française. Donc les gens voulaient se barrer d'ailleurs de la zone d'occupation française, il faut quand même dire la vérité. Bon. Donc on a été très très dur dans notre espace d'occupation avec les Allemands. Les Américains et les Britanniques sont plus sympas. Et les Américains sont face à un dilemme. Qu'est-ce qu'on doit faire pour reconstruire une Allemagne qui puisse être un outil de tampon face à l'espace soviétique et communiste ? Et donc, alors que ces gens sont poursuivis en justice, parce qu'il y a des procès, il y a des procureurs, il y a tout le processus de dénazification, le gouverneur de la zone allemande, qui à l'époque est le gouverneur Clay, Julius Clay, considère que si on les condamne, il n'y aura pas une élite alternative pour prendre en main l'économie allemande. Donc, très souvent, il va intervenir, alors que les verdicts les condamnent, à des peines qui ne sont pas énormes, mais en général à des peines de prison. C'est des peines de prison. C'est des peines de prison et c'est parfois des peines d'interdiction professionnelle, etc. Donc, alors qu'il y a ça, Clay intervient et donne des grâces pour qu'ils puissent reprendre en main l'outil industriel. Et clairement, la doctrine Clay consiste à dire « Ok, ils étaient dans le nazisme, mais aujourd'hui, ils ont changé et on en a besoin face au communisme. » Et une partie de sa pensée vient du fait qu'il est persuadé qu'ils ont encore plus à perdre que des modérés si les communistes arrivent au pouvoir. Donc ils seront les meilleurs outils de lutte contre le communisme. Donc voilà, c'est ambigu, c'est ce qui fait que beaucoup d'entre eux d'ailleurs se retrouvent amputés d'une partie de leur fortune, mais en gros avec un outil industriel convenable, et donc vont avoir la capacité à perdurer. Il n'y a pas de milliardaires qui se retrouvent bloqués à l'Est, si ?
milliardaires, quand je parle de grande fortune, ils arrivent tous plus ou moins à rejoindre le bloc de l'Ouest, si ce n'est à partir de Ouais, notre parce pays, qu'en mais- fait, ils arrivent à partir assez tôt. Ouais. Ils arrivent à partir assez tôt. Il ne faut pas oublier que c'est en 49 qu'il y a la constitution des deux États, et c'est seulement au début des années 60 qu'on a la mise en place du mur de Berlin. Donc oui, ils s'en sortent mieux. Encore une question sur ce sujet-là, Sousso? Oui, Parce peut-être. qu'on arrive déjà à presque 55. Peut-être on peut directement passer un petit peu maintenant à la deuxième moitié du XXe siècle et à aujourd'hui surtout, même à la fin des années 90, disons. L'avènement d'Internet, ça a changé un petit peu la typologie des riches. Je pense que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup aussi. Je vous ai entendu Ça a plusieurs fois en beaucoup parler. changé. Ça a beaucoup changé. Bah Ça ouais. a beaucoup changé parce que, à la fois, c'est pas les mêmes milieux, et même ceux qui étaient originaires de familles bourgeoises classiques, le fait d'appartenir à ce milieu change leur perspective. En gros, jusqu'aux années 60-70, les riches rêvent de vivre comme des princes. Les hommes politiques, les princes rêvent de vivre comme des dirigeants politiques, et les dirigeants politiques rêvent d'avoir une vie de riche. C'est un peu une sorte de triangle, mais où les trois finalement courent après la même chose. Après le fait d'avoir une reconnaissance culturelle, intellectuelle, d'avoir un peu d'influence sur le pouvoir, de faire l'histoire, etc. Bon. Là, on a des mecs pour qui ça n'a aucun sens, ça. Ils peuvent comprendre l'art, mais ce n'est pas des obsessionnels de la collection. Et surtout, ils sont dans des modes de vie qui sont issus du mode de vie hippie. On a oublié ça, mais Steve Jobs, il y a un moment, quand il crée son entreprise au début des années 70, il ne se lave pas pendant, je crois, 4 mois. Et les collègues avec qui il travaille n'en peuvent plus parce qu'il pue. Il pue. Non, mais c'est juste parce qu'il est dans son truc, machin, etc. Voilà. Donc, on a vraiment affaire à des gens qui ont autre chose. Ce n'est pas les mêmes valeurs. Pour eux, l'intelligence va être essentielle. Trouver quelqu'un qui a... En plus, ils créent un monde. Ils sont en train de créer un monde. Ils ont un langage qui n'est pas le langage des autres. Ils parlent une langue qui n'est pas la langue des autres. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire en termes même de barrières de compréhension. Et quand ils sont obsessionnels, et ils étaient obsessionnels sur leur boulot, parce que leur boulot à leur époque, c'était vraiment tailler des lignes de code, concevoir du hardware, concevoir du software. C'était vraiment c'était pas de faire des soirées mondaines pour parler à telle femme politique ou à tel écrivain. C'était pas ça. Ils avaient leur marotte, mais voilà. Et ils aimaient beaucoup le cinéma, et le cinéma les faisait fantasmer, etc. Mais c'était pas... Donc, ils ont construit autre chose. Et encore aujourd'hui, pratiquement 50 ans plus tard, ce monde-là fonctionne différemment. C'est pas la même vie mondaine. C'est pas le même environnement. C'est pas les mêmes logiques. Et de temps en temps, ils sont rattrapés par les logiques classiques. C'est-à-dire que ces gens qui ne sont pas mariés se retrouvent à divorcer, ce que je trouve très drôle. C'est-à-dire un divorce sans mariage, c'est assez amusant. Et parce que c'est leur milieu, quoi. Mais il y a en même temps, il y a énormément d'argent en jeu. Il y a des milliards en jeu. Donc ça donne des choses assez délirantes. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un autre mode de vie, c'est une autre mentalité, et en même temps, c'est eux qui ont fait les fortunes les plus délirantes en termes de rapidité de constitution et niveau d'élaboration. Il n'y a que Rockefeller, c'est le seul dans l'histoire qui a réussi à faire un truc similaire, quoi. Bernard Arnault, c'est beaucoup plus lent, l'accumulation, mais il est quand même un des rares à avoir réussi à faire quelque chose comme ça, oui. Dans un autre secteur. Mais juste avant de finir, je veux évoquer un sujet que vous n'évoquez, je crois, pas du tout dans le livre, c'est la question du travail. Alors, en filigrane, vous parlez par exemple d'un certain Porfirio Rubirosa, qui a mené une vie de milliardaire sans jamais avoir travaillé. J'aime bien, il me dit le travail et prend le mec qui foutait rien. Enfin, c'est du sport. J'allais y venir, qui a mené une vie de milliardaire sans jamais avoir travaillé, en fréquentant notamment des femmes riches. Il y a également, par exemple, une grande controverse autour de la fortune de Jeffrey Epstein, dont l'origine est assez peu claire. Donc ma question est la suivante. Est-ce que appartenir au cercle des grandes fortunes, et on a déjà un peu arrivé sur le sujet, c'est finalement assurer sa propre fortune? Entre guillemets, est-ce que le travail, c'est quelque chose d'annexe?
Non, c'est crucial. Non, moi je le dis, et je le dis dans l'introduction, je le dis dans la conclusion, et ça se sent partout à toutes les pages. La plupart des gens qui sont là-dedans sont des gens qui travaillent comme des dingues. Mais comme des dingues. D'ailleurs, en fait, c'est des gens qui ne font que travailler. Et leur famille le leur reproche souvent d'ailleurs avec amertume, et parfois ça a des effets très délétères sur leurs enfants, quand c'est pas bien maîtrisé. Non, mais c'est des gens qui travaillent énormément, même les héritiers. Et c'est pour ça que j'ai pris Liliane Bettencourt dans le livre, parce que Liliane Bettencourt, c'est une héritière. C'est la fille de Schuller qui a créé l'entreprise, etc. Elle est mariée à un homme, un chef, un ancien officier, chef d'entreprise qui est très, très habile, qui va faire de la politique, qui va être ministre, qui est André Bettencourt. Donc on pourrait croire qu'elle ne fait rien. Et en fait, elle fait quand même. C'est-à-dire que elle suit son entreprise, elle prend quand même de temps en temps des décisions. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, elle était la meilleure actionnaire de sa génération. Parce que c'est vrai que sous elle, l'entreprise a complètement changé de visage, quoi. Mais la plupart des gens travaillent beaucoup, beaucoup. Il y a très peu de milliardaires qui ne font rien, en fait. Parce qu'en général, si on ne fait rien, on finit dépouillé. Faut être clair, hein. Il y a tellement de solliciteurs, tellement de gens qui interviennent, etc. Et vous avez parlé de Porfirio Rubirosa. Il est intéressant parce que lui, il épouse plusieurs femmes riches, dont l'héritière de la fortune des Dukes, c'est-à-dire la plus grande fortune tabagique américaine, l'American Tobacco Company. Donc c'est un personnage énorme qui a réussi... en fréquentant des riches, voilà. À vivre une vie de riche. Ouais. Mais il y en a quelques-uns riches oisifs, et souvent on les prend pour modèle dans la chronique, on les voit dans les magazines. Il y en a quelques-uns comme ça, mais la plupart... les Dassault bossent. Les Dassault bossent. Bah ouais, les Dassault bossent. Les Dassault bossent. Il y a ceux qui voyagent en jet et ceux qui vendent les jets. Voilà, exactement. mais quand même, Serge, le fils de Marcel, il a beaucoup travaillé. Il a fait quelque chose aussi du groupe. Justement, la question de l'avionnage privé, c'était important. On avait beaucoup parlé des enfants de Bernard Arnault aussi, qui sont des chevaux de course, qui bossent, comme des fous. On va peut-être passer à la conclusion, Fabrice d'Almeida, pour terminer. En sous-titre de votre livre, comme disait Lucas en introduction. En sous-titre de votre... Pas de souci. On va reprendre la question. En sous-titre de votre livre... En sous-titre de votre livre, comme disait Lucas au début de l'enregistrement, vous écrivez, en parlant des riches, pourquoi ils sont le vrai pouvoir. Et pourtant, à la lecture de votre livre, vous donnez une histoire contrastée du pouvoir. Je pense qu'on en a parlé. Vous la dites en partie quand vous atténuez l'importance de l'argent dans les régimes autoritaires. Vous écrivez, et je vous cite, « Dans les démocraties, en revanche, le balancier penche en faveur de l'argent ». Et d'autre part, quand on évoque les péripéties de la jet set des années 80, qui était plus prône à vivre au Ritz qu'à camper devant l'Élysée, on s'interroge sur la portée de ce pouvoir. Alors finalement, Fabrice d'Almeida, je vais vous laisser conclure en nous disant succinctement, c'est quoi le vrai pouvoir des riches ? Le vrai pouvoir, c'est inventer l'avenir. Et on ne peut le faire que quand on a les moyens d'investir. Et les riches sont ceux qui, aujourd'hui, incarnent physiquement l'investissement. C'est eux qui détiennent des sommes qui sont supérieures à celles des États et qui leur permettent d'orienter le cours de l'histoire. Donc à partir du moment où Elon Musk, y compris avec des marchés avec la NASA, dit on va aller sur Mars, on voit petit à petit tous les gens se mettre en ligne et en phase pour aller sur Mars. À partir du moment où il y en a un qui dit les langages informatiques sont moins importants que les champagnes et la beauté d'un sac à main, eh bien on constate que les champagnes et les sacs à main deviennent des choses absolument hors normes et de plus en plus inatteignables. Donc voilà, c'est cette question-là qui est cruciale. Et ça veut dire que derrière, ils gouvernent un petit peu les savoir-faire, c'est-à-dire qu'ils orientent ce que nous trouvons important, ce que nous trouvons secondaire, parce qu'il y a cette capacité à inventer l'avenir. C'était très intéressant il y a quelques années, parce que je pense que le rêve est un peu moins fort. Quand Zuckerberg a lancé Meta, et qu'il y a eu ce concept du métavers, on a vu tous les gens se mettre en ligne
pour créer de la publicité pour Meta, pour créer, etc. On allait transposer en virtuel nos universités, faire nos cours avec des avatars, etc. etc. Tout était, mais je ne plaisante pas, tout ça a été discuté, etc. Là, on voit qu'aujourd'hui, ça recule. Comme si tout d'un coup, l'idée du virtuel, sans doute sous l'effet de la guerre, avait pris un coup et qu'on était ramené à une autre forme d'investissement. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que, et c'est un des problèmes que pose le livre, ça veut dire qu'ils orientent l'investissement mais qu'ils peuvent se tromper. Et donc, il faut toujours garder présent à l'esprit ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait des instances de contrôle, qu'il y ait des États pour contrebalancer ça. C'est qu'ils peuvent se tromper. Et dernier point, ils sont le vrai pouvoir parce qu'on a été dans un monde qui était un monde ouvert, dans lequel les frontières, la circulation des biens, la circulation des capitaux, au-delà des idéologies, tout cela était possible. Depuis 2007, le commerce mondial se réduit. Donc ça veut dire que la circulation des biens n'est plus aussi importante qu'elle l'a été. Là, on a une hausse des prix des avions. Donc on peut penser que la circulation des hommes va, elle aussi, s'en ressentir. Et donc, on peut dire que ce qui a favorisé la surmultiplication des riches et des richesses est en train de se freiner. Donc, il y a un autre modèle qui est en train de se mettre en place. Et c'est ça que je constate, en fait, dans la dernière période. C'est la remontée de petits signaux qui montrent que la liberté qu'on laissait aux riches est en train de se réduire. Et donc, j'ai le sentiment, voilà, que le livre, en fait, est intervenu à un point qui était le point maximum d'une histoire et que derrière, il y a autre chose qui se recompose. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, comme d'habitude, on va vous demander de signer votre livre. J'ai cru que vous alliez me demander de chanter une chanson et j'ai eu très peur. Vous avez le droit de chanter si vous avez envie. Peur. Mais le truc, en fait, c'est que... à qui? À Sofiane ou à Lucas ou à Soso et Lulu? À Soso et Lulu, et vous mettez un petit mot à notre intention, et puis après, vous le lisez à haute voix. C'est comme ça qu'on Tu construit. vas vraiment dire ce que j'ai dit, Ouais. ce que j'ai écrit. Ouais. Ça va conditionner beaucoup ce que je vais écrire. Bah, j'imagine, c'est pour ça que je vous préviens avant que vous l'écriviez. Et puis à la fin, on fera un classement des meilleurs mots qu'on a reçus. Ah merde, ça c'est dur ça. Alors pour Soso et Lulu, riches de cœur, riches d'esprit, cette histoire mondiale des riches qui vous ressemble. En amitié, Fabrice.